durable. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. 5 juin, date de célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le verdissement des plages a marqué cet événement à Cotonou. Une opération de reboisement interforce qui a pris corps à la plage de Semek-Podji. William Tchoki nous en parle. Lutte contre la corruption au Bénin, comment la rendre plus efficace? L'autorité nationale de lutte contre la corruption s'en préoccupe. Une rencontre s'est penchée sur la question à Boycon. On fait le point dans cette édition. Et puis, record du Bénin 2019, un magazine qui vient de paraître. Il s'intéresse aux histoires et anecdotes peu probables à découvrir dans une trentaine de minutes. Et on prend la direction de la plage de Semek-Podji où le reboisement Interforce 3e édition a pris corps à la plage de Semek-Podji. C'est une opération de verdissement de nos plages. Elle constitue la principale activité de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin 2019. Le reportage de William Tchoki. La plage de Sévier dans la commune de Semek-Podji. Une plage noire d'hommes en uniforme. Ils y sont pas pour une balade, mais pour verdir ce segment est de la côte du Bénin. Il connaît depuis quelques mois un engraissement à cause des travaux de protection du littoral. C'est une action qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. La célébration de cette journée nous permet d'asseoir les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et pour donner aux personnes, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités dans la protection et l'amélioration de l'environnement. À cette occasion, nous allons mettre en terre 500 plants de cocotiers qui seront entretenus par les autorités à divers niveaux de la commune de Semek-Podji avec l'appui du ministère du Cadre de vie et du développement durable. Une journée choisie aussi par ces hommes en treillis pour marquer leur attachement à la protection de notre cadre de vie. Nous en sommes ce 5 juin 2019 à la 3e édition de ce reboisement Interforce. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement, intitulé « Impossible de s'arrêter de respirer, mais possible d'agir pour améliorer la qualité de l'air ». L'objectif visé est d'amener chaque État à mener des actions concrètes pour le bien-être de la planète. Plusieurs centaines de plants de cocotiers ont été mis en terre. Ils vont bénéficier d'un entretien rigoureux, ont rassuré ces différentes autorités. Voyons à présent, cette pratique qui détruit l'environnement, c'est l'un des aliments les plus prisés des Béninois, les Béninois. Une source de protéines, il s'agit de poissons fumés faits à base des fours traditionnels, une technique de fumage qui pollue l'environnement, détruit les reliques forestiers et contamine les consommateurs. Voici ce magazine que nous propose William Tchoki pour plus de précision. Une traversée périlleuse pour cette barque motorisée. De longues heures de combat avec ces vagues en furie. Tout le savoir-faire de ces pêcheurs marins pour regagner la côte sain et sauf, et l'accueil est des plus triomphants. Une foule bigarrée de pêcheurs qui accourent vers eux, les aider à s'immobiliser. Et très vite, avec une technique dont ils sont les seuls connaisseurs, la barque pleine de la moisson de toute une journée rejoint la terre ferme.
De l'autre côté, attendent les femmes, comme pour une récolte. Elles vont remplir leurs bassines de produits halieutiques, choisir les plus gros. Nous avons les bonnes dames. Il y a certaines qui conservent dans les grassiers, qui vendent aux détaillants. Donc il y a les bonnes dames aussi, il y a d'autres qui font le fumage. Donc ce n'est pas tous les poissons qu'on fait le fumage avec. Donc il y a des poissons qu'on fait le fumage avec eux. Il y a les bas, c'est pour conserver et vendre ça à des hôtels. Dans le lot, Dame Francisca, fumeuse et vendeuse de poissons de mer, une activité dont elle a hérité de sa mère. Après cette étape d'achat de poissons, un véritable parcours de combattants, toute une autre chaîne d'action, aussi délicates les unes que les autres. Et voici le produit réduit en morceaux, prêt à recevoir sa dose de fumée. Au moins 3 heures de fumage pour rendre secs ces poissons au moyen de ces foyers de fabrication artisanale. Nous sommes en train de voir le processus de fumage de poisson avec la technologie traditionnelle où nous avons assez de fumée parce que ça dépend des combustibles. Ici, ils utilisent du bois et des sciures de bois, bien sûr, issus de la menuiserie, ce qui provoque une combustion incomplète et ça libère une fumée noirâtre. C'est une technique de fumage qui libère les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés chimiques organiques dérivés du benzène, présents comme sous-produits du brûlage de divers combustibles, y compris la biomasse. Lors du fumage de poisson, ces fumées-là, au contact des poissons, les substances chimiques dangereuses qui se trouvent dans les fumées incorporent le poisson. Et à la fin, ces poissons ne sont pas des poissons indemnes des polluants organiques persistants produits non intentionnellement. Ces femmes inhalent à longueur de journée tous ces différents gaz cancérogènes. Elles se font brûler les doigts, les yeux lamoignants. Ces fumées aussi provoquent des impacts sur le corps, les yeux, la tête, les maux de ventre, les problèmes de paludisme, même la diminution du système immunitaire. Ainsi, beaucoup de méthodes de fumage du poisson et autres produits de pêche à petite échelle et leur consommation posent un réel problème de sécurité sanitaire des aliments. Mais que faire? Sans le savoir, on se rend malade. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas manger constamment ce type de poisson. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut changer le processus de fumage. Le fumage est bien connu en industrie agroalimentaire pour ses applications en matière de transformation, cuisson et de conservation de diverses denrées comme les viandes, les poissons et autres produits halieutiques.
Voilà, prenons à présent la direction de l'université d'Abomey-Calavi. Il a fallu 3 ans de dur labeur pour qu'elle puisse être élevée au rang de docteur à l'université d'Abomey-Calavi. Landry Castel-Brun a su défendre son thème devant les 5 membres du jury, tous professeurs titulaires à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie de soutenance a eu lieu à l'UAC mardi dernier. Axel Dancy et Ernest Etegou. Le port de cette auge est le fruit des années de recherche scientifique en géosciences et aménagement de l'espace. Landry Castel-Brun vient ainsi de faire son entrée dans le cercle des professeurs d'université d'Abomey-Calavi au grade de docteur. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement dans la spécialité géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace, avec la mention très honorable. Plusieurs heures pour développer et convaincre les membres du jury, composé d'éminents professeurs d'université du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Son travail porte sur la dynamique de la végétation des zones humides dans la commune d'Alada, étude nord-sud de la flore et analyse prospective. Pourquoi avoir choisi un tel thème de recherche? En quoi ces travaux de recherche peuvent changer le visage d'Alada? Elle a proposé qu'on aille vers l'agriculture biologique, par exemple. Donc la transformation de tout ce qui est issu des activités menées dans la zone, la réutilisation, sinon la valorisation de ces déchets-là pour pouvoir faire de l'agriculture biologique. Donc produire du compost pour remplacer les engrais chimiques qu'on utilise par exemple au niveau de l'ananas surtout qui constitue la culture de la région. Comment utiliser l'engrais biologique pour pouvoir désormais faire la culture de l'ananas. Landry Castel-Brun, 39 ans, vient ainsi de passer le cap du 3e cycle de l'université avec une nouvelle recherche scientifique sur la longue liste des recherches scientifiques du Bénin. Passons à présent à cette interrogation. Comment rendre plus efficace la lutte contre la corruption au Bénin? Une rencontre s'est penchée sur la question à Boycon. Il s'agit de la première session de l'année du cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Les réflexions ont porté sur le thème « Cadre de concertation, un instrument efficace de lutte contre la corruption ». Igor Ayosso et Christian Gandior. C'est pour combler le vide créé par l'absence de lien fonctionnel entre les parties prenantes à la lutte contre la corruption que le cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption a été créé en 2015. Il regroupe toutes les structures impliquées dans le combat contre ce fléau. Cette session de Boycon se penche d'ailleurs sur son efficacité. Au titre du plan de travail 2019, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption organisera 4 sessions. La première et celle d'aujourd'hui portent sur le thème « Cadre de concertation, un instrument efficace de lutte contre la corruption ». C'est une question à laquelle, ici et maintenant, nous devons répondre. C'est l'objectif global de la présente session. Plus spécifiquement, il s'agit pour les participants d'appréhender les défis actuels en matière de lutte contre la corruption au Bénin, de faire ressortir les forces et faiblesses du cadre de concertation et d'identifier les stratégies devant le rendre plus opérationnel. Mais en attendant, les résultats obtenus jusque-là sont plutôt encourageants. Nous allons prendre comme repère l'indice de perception de la corruption de Transparency International. En regardant cet indice, nous voyons qu'au niveau de l'UEMOA, il y a 8 pays. Le Bénin occupe la 3e place. Nous avons 5 pays derrière nous. Au niveau de la CEDEAO, il y a 15 pays. Le Bénin est 5e. Ça veut dire que nous avons 10 pays derrière nous qui sont plus corrompus que le Bénin, entre parenthèses. Mais ce n'est pas suffisant pour nous qui travaillons dans la lutte contre la corruption. Il y a 55 pays membres de l'Union africaine. Le Bénin est 15e. Ah, écoutez, nous aurions souhaité qu'au lieu de 40 derrière nous, qu'il y ait 50 derrière nous. Pourquoi pas? Pour que nous soyons parmi les 5 premiers. Maintenant, au niveau mondial, sur les 186 pays,
Nous sommes 85e. Ça veut dire que nous avons 101 derrière nous. Et, chose importante qu'il faut souligner, le Conseil de sécurité des Nations Unies compte 5 pays membres permanents. Parmi ces 5 pays, les grands de ce monde, il y a 2 qui sont derrière le Bénin dans la lutte contre la corruption. Autant d'efforts qui seront davantage renforcés par les grandes conclusions de cette première session de l'année du cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Un tour dans le Septentrion où les candidats au CEP, le certificat d'études primaires de certaines écoles primaires publiques de Djougou, ont brillé par leur absence. Au lendemain du Ramadan, les enseignants qui doivent poursuivre des séances de révision se sont retrouvés dans leur salle de classe presque vide. Un constat déploré par Ibrahima Adamou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires d'Onga. Il en a profité également pour faire le point des préparatifs du niveau de son département. Il est interrogé par Enoch Oupati et Varizoman. Les enfants, jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à l'école. J'ai un pincement au cœur parce que ce qu'ils devaient faire comme des retouches, ils ne sont pas là pour voir. Cela veut dire que si le CP était retenu pour le 3 comme prévu, ça veut dire qu'il y aurait problème. Nous avons fini le programme, nous sommes en train de faire des révisions. Le maximum est fait déjà, puisqu'ils réagissent. Lorsqu'on pose une situation, ils essaient de réagir. Donc nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le nouveau que nous venons n'est pas là, mais il s'approche de ce bon niveau-là. Votre constat il est effectif. J'ai eu à prodiguer des conseils aux enseignants qui sont là, d'encadrer déjà les quelques élèves qui sont présents. Sans quoi, c'est que pour les retrouver, même pour l'évaluation de fin d'année, ça sera un problème. Mais malheureusement, il y a la ferveur de la fête qui continue et les enfants sont restés à la maison. Donc nous n'allons pas nous fatiguer, c'est la sensibilisation qui va toujours continuer. Je crois que tout est enfin mis en place. Le matériel lourd est déjà convoyé et réparti dans les circonscriptions. À l'étape actuelle, le matériel sensible est arrivé le dimanche et nous l'avons déjà stocké au niveau du commissariat central. Le vendredi prochain, nous, avec l'aide des CRP, nous allons convoyer ce matériel dans les arrondissements qui abritent les centres. Et le dimanche, déjà, nous allons rencontrer les chefs centres pour pouvoir leur donner des instructions. Donc, la réunion d'échange avant qu'ils ne se retrouvent dans leurs centres respectifs. En termes de nombre de centres, ça n'a pas varié. Nous avions 34 centres l'année dernière et cette année également, c'est 34 centres. Ces 34 centres vont abriter 8 960 candidats, contrairement à l'année passée où c'était 9 516. Donc il y a une diminution de 3%. L'année dernière, nous avons occupé le dernier rang avec 47%. Et c'est ce défi-là qu'on compte relever. Voyons à présent ce public reportage. C'est parti pour les 21 Days of Yellow Car. Le top des activités de cette année a été donné ce lundi 3 juin au siège de MTN Bénin. Une occasion pour les responsables de rappeler le bien fondé de ce programme. Huguette Ondelo. Pour la 13e édition du programme annuel 21 Days of Yellow Care, MTN Bénin a choisi d'exécuter plusieurs projets en faveur des jeunes. 21 jours seront consacrés à des formations gratuites aux nouveaux métiers du numérique. Le monde d'aujourd'hui se tourne de plus en plus vers le digital et il nous faut donner à ces jeunes-là les outils et les moyens pour faire face à la vie future, à la vie du digital. 21 jours pourquoi? 21 jours pour des actions sociales. 21 jours pour demander à nos employés de délaisser un temps soit peu leurs tâches, ce qu'ils ont l'habitude de faire, et sortir, aller vers nos populations, aller vers nos abonnés et rendre ce que les abonnés nous donnent d'une manière sociale. Il s'agira de former des milliers de jeunes qui se seraient inscrits préalablement dans des domaines tels le marketing digital, la citoyenneté numérique, l'infographie, la gestion communautaire. Des formations qui vont se dérouler sur les sites déployés dans les grandes villes. Nous comptons impacter 500. Et je dirais que 500, je suis très humble en disant 500, parce que quand je regarde sur notre site, les invitations que nous avons lancées, à ce jour, nous avons déjà plus de 1000 inscrits.
Et si vraiment tous ces 1000 jeunes-là réussissaient à venir aux formations, nous aurons impacté plus de 1000 personnes. Cette année encore, la campagne se focalise sur les jeunes de 15 à 35 ans. Un budget de 50 millions est prévu pour conduire les 21 Days of Yellow Care, une activité qui s'étend jusqu'au 21 juin 2019. L'archidiocèse de Cotonou entend s'investir désormais dans l'agriculture au profit des fidèles catholiques. C'est à travers une foire qu'elle organise du 21 au 27 novembre 2019 à Tofo. Elle a pour thème mission de l'évangélisation par les œuvres et faire de l'agriculture un métier valorisant les fidèles dans leur milieu de vie. Écoutons à cet effet l'évêque de Cotonou lors d'une conférence de presse tenue à l'église Saint-Michel de Cotonou. L'évangélisation ne consiste pas seulement à l'annonce verbale de la bonne nouvelle, mais aussi en un engagement de l'Église pour la promotion de l'homme et de tout l'homme. Il s'agit de remettre l'homme debout. L'homme qui est évangélisé, c'est un homme qui est situé dans un contexte socio-politique, économique. C'est un homme qui est contraint au développement aussi de son milieu, de son environnement. Et l'Église a à prendre en charge aussi cet homme-là. Quand vous lisez la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a dit « multipliez-vous, développez la terre, et donc produisez et multipliez-vous, et puis rendre habitable votre milieu, votre terre, votre environnement. » Et si vous lisez toute l'histoire de l'Église, vous voyez comment les moines ont été les grands investisseurs dans l'agriculture. C'est eux qui ont contribué au développement de l'Europe, les moines. Vous allez à Songhai. Songhai, c'est un père dominicain qui a initié ce projet de développement agropastoral. Et si vous voyez comment il a pu initier cela, comment utiliser les moyens de bord dont disposent les pauvres paysans pour pouvoir produire toujours plus sans rien perdre. Et c'est une manière pour l'Église de répondre aussi à ce fléau de cette jeunesse qui va toujours à l'extérieur, en Europe, pensant qu'elle trouverait donc l'Eldorado, alors que nous avons tout ici. Notre jeunesse est en quête du travail, comme vous le savez, et elle peut fuir son pays, aller ailleurs, pensant qu'elle trouverait l'Eldorado, mais qui n'existe nullement, alors que nous avons tout chez nous. Et donc, il y a besoin que nous puissions participer à cette foi pour découvrir vraiment nos richesses et être convaincus que nous avons des potentialités et que nous aussi, nous pouvons nous investir pour un plus grand développement de notre pays. C'est à cela que je voudrais vous exhorter et en confiant aussi cette œuvre au Seigneur, car c'est lui le maître de la vigne, de la moisson. C'est lui qui nous appelle aussi à collaborer à son œuvre de création. Nous sommes des co-créateurs du Seigneur, de notre Dieu. Et c'est en répondant généreusement à cette invitation du Seigneur que nous pouvons aider nos peuples à se mettre véritablement debout. Autre actualité ce soir, Record du Bénin 2019, c'est un magazine qui vient de paraître et le recense des histoires hors du commun, des anecdotes peu probables, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Précieuse Akoyronou et Louis Kodogo. 75 ans et enceinte, hasard de la nature ou miracle, ici, elle porte le titre de la plus vieille maman du Bénin. Lui est tradithérapeute. Il a 44 femmes et 157 enfants. Actuellement, il est l'homme le plus fertile. Tous les deux figurent dans le magazine Record du Bénin 2019, un magazine qui répertorie les records et les histoires les plus insolites du Bénin. L'idée est partie de ce qu'un jour, il y a quelques petites années, j'ai lu que la plus grande famille du monde comptait 19 femmes et puis une quarantaine d'enfants. J'ai dit, ces messieurs-là ne sont pas venus en Afrique et pas au Bénin. Et donc, réfléchissant, j'ai appelé Soustène, j'ai appelé un certain nombre de personnes. Ensemble, nous avons dit, mais il n'y a personne pour parler de nous, nos propres records, en dehors de nous-mêmes.
Et donc c'est à nous de révéler ce que nous faisons. Personne ne le fera à notre place. Et donc à partir de ce moment, nous avons mûri l'idée et nous avons dit, s'ils font l'erreur au plan démographique, ils la feront sur tous les autres plans. Et donc nous avons étendu le projet à tous les plans. D'où nous avons dit, sortons déjà les records du Bénin, le numéro 00, pour révéler ce qui se fait chez nous, pour révéler les meilleurs, et je veux dire, c'est les meilleurs de tous les temps. Des histoires originales, des anecdotes hors du commun, des performances humaines prouvées, des prouesses référencées, des collections recensées dans tous les domaines de la vie. La présentation de ce qui se fait ailleurs se fait tout comme si chez les autres ou chez nous-mêmes, rien ne se faisait. Et cette décision de révéler les compatriotes est déjà une ambition que nous devons saluer et qui rentre également dans la perspective, bien entendu, du gouvernement. C'est pour cela que je salue cette initiative, je la soutiens et je soutiens également cette équipe. Le plus jeune à avoir soutenu une thèse de doctorat dans l'histoire du Bénin, la plus forte moyenne au bac série A2, l'homme le plus grand et la femme la plus courte du Bénin, sont quelques-uns des portraits que présente le magazine Record du Bénin 2019. On finit par le Soudan. C'est la confusion dans l'attitude des militaires soudanais 24 heures environ après la terrible répression des manifestants de Khartoum. La junte au pouvoir se dit de nouveau ouverte au dialogue et ce, sans conditions préalables, alors qu'elle venait de mettre fin à toutes les discussions avec l'opposition civile. Les explications de James William Wagidi. Voici le général Abdel Fattah al-Burhan le 4 juin 2019 à la télévision nationale soudanaise. Et le revoici le 5 juin, même endroit, même posture. Si rien sur les deux images n'a changé, ce n'est pas le cas pour ce qui est du contenu du message. Le chef de la junte militaire qui annonçait dans son allocution de la veille la fin de toute négociation et l'annulation pure et simple de tous les accords antérieurement conclus avec les leaders de l'opposition opère un virage à 180 degrés. L'armée serait de nouveau prête, sans conditions préalables, à relancer les pourparlers avec les contestataires. Deux discours à l'antipode l'un de l'autre, quelques heures seulement après la sanglante répression qui a fait plus de 100 morts, nouveau bilan, ainsi que des centaines de blessés. Ce changement d'attitude des militaires au pouvoir peut être dû à plusieurs causes. D'abord, la détermination des civils, qui, malgré la folie meurtrière qui s'est abattue sur eux, se disent prêts à poursuivre les manifestations. Ensuite, les réprobations internationales et les pressions venues notamment de l'allié saoudien qui ont dû avoir un impact sur le régime soudanais. Enfin, des divisions probables peuvent s'être glissées dans les rangs des militaires, dont certains, comme le général al-Burhan, incarnaient jusque-là la face fréquentable du pouvoir de Khartoum. La démission du général Ouarak, gouverneur de la capitale, et le discours musclé du numéro 2 de la junte, prononcé quelques heures plus tard, en seraient une illustration. Dans la confusion qui règne au Soudan désormais, le décompte macabre se poursuit, sans que l'on ne sache si les enquêtes annoncées seront effectives et indépendantes. En attendant, l'opposition continue d'exiger le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information, le rendez-vous avec la rédaction à 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.